J'aime autant vous en avertir tout de suite. On fumera beaucoup de cigares dans ce livre, et d'innombrables cigarettes. Mais c'est comme cela. Le cigare est tout ce que nous avons de meilleur. Il est le temps perdu, il est la douleur bercée, il est aussi la précieuse transition, et il est toute notre imagination qu'il symbolise. Vallonge, précisément, a écrit quelque part, les meilleurs de nos livres sont imprimés sur fumée de cigare. J'applaudis. Je ne sais si ce sont les meilleurs, mais ce sont certainement les plus sincères. Il n'y aura jamais trop de cigares dans mon livre. Je veux que vous supposiez un fin nuage bleu autour de chaque phrase. Il y a des exceptionales de Hupman, il y a des petits cigares de Henry Clay ou de Vallée, des opéras des Demi-Londres. Ils ont tous des noms charmants, et cela dépend de l'état des finances. Mais ils sont tous, de leur mieux, la chair fumée, amie et gracieuse. Naked City, ou quand la littérature déshabille le rock, ou inversement. Mercredi, 11h, minuit, radio éphémère, 89.1. Je sais bien que les chemins marchent. Jusqu'à l'horloge dans sa cage. 5 lignes sont 5 lignes. Qui prépare les soupes, les salines, les carottes, la purée intermédiaire. Dans les abîmes de ma négritude. Bonsoir. Il est environ 23h et vous êtes toujours sur Éphémère 89.1 pour un nouvel épisode de Naked City. L'émission dans laquelle littérature et rock'n'roll s'épaument à bout portant. Cette semaine, nous troquerons la bière pour l'absinthe, le goudron pour l'opium et arroserons, comme le faisait Jean Laurin, nos salades de fruits d'une cuillerée d'éther avant d'étourdir nos tympans dans un salon fin de siècle, tapissé de gemmes rares et d'adverbes désuets. En effet, c'est en compagnie de Huysmans, Rachid, Joséphin Péladan ou Jean de Tinan, dont nous venons d'entendre la prose volutée, que nous passerons cette heure, allongés sur des marquises aux particules ouatées, à fumer les vestiges d'une ère aux yeux fardés. Naked City spécial décadent, c'est maintenant, sur Radio Éphémère.
Naked City, l'émission qui conjugue littérature et rock'n'roll. Un mercredi sur deux, 23h minuit, radio éphémère 89.1. Le décadentisme, apparu comme une fleur maladive avec le célèbre À rebours de Joris Karl Huysmans, un livre qui ajoutera une cerne supplémentaire à la littérature française, ne saurait se définir que comme le dégoût d'une époque jugée vulgaire par les littérateurs qui l'habitent. Dans sa recension du roman de Huysmans, Barbé d'Aurevilly, parrain de cette new wave d'agiographes maléfiques et dandys notoires, dira « Baudelaire, le satanique Baudelaire qui mourut chrétien, doit être une des admirations de M. Huysmans. On sent sa présence comme une chaleur derrière les plus belles pages que M. Huysmans ait écrites. Eh bien, un jour, je défierai l'originalité de Baudelaire, de recommencer les fleurs du mal et de faire un pas de plus dans le sens épuisé du blasphème. Je serais bien capable de porter à l'auteur d'À rebours le même défi. Après les fleurs du mal, dis-je à Baudelaire, il ne vous reste plus logiquement que la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix. Baudelaire choisit les pieds de la croix, mais l'auteur d'À rebours les choisira-t-il ? Il s'acquit la réputation d'un excentrique qu'il paracheva en se vêtant de costumes de velours blanc, de gilets d'or froid, en plantant, en guise de cravate, un bouquet de parmes dans l'échancrure décolletée d'une chemise, en donnant aux hommes de lettres des dîners retentissants, renouvelés au XVIIIe siècle, où pour célébrer la plus futile des mésaventures, il avait organisé un repas de deuil. Dans la salle à manger tendue de noir, ouverte sur le jardin de sa maison, subitement transformée, montrant ses allées poudrées de charbon, son petit bassin maintenant bordé d'une margelle de basalte et rempli d'encre, et ses massifs tout disposés de cyprès et de pin. Le dîner avait été apporté sur une nappe noire, garnie de corbeilles de violettes et de scabieuses, éclairée par des candélabres où brûlaient des flammes vertes et par des chandeliers où flambaient des cierges. Tandis qu'un orchestre dissimulé jouait des marches funèbres, les convives avaient été servis par des négresses nues, avec des mules et des bas en toile d'argent semés de larmes. On avait mangé dans des assiettes bordées de noir, des soupes à la tortue, des pains de seigle russe, des olives mûres de Turquie, du caviar, des poutargues de mulet, des boudins fumés de Francfort, des gibiers aux sauces couleur de jus de réglisse et de cirage, des coulis de truffes, des crèmes ambrées au chocolat, des puddings, des brugnons, des résinés, des mûres et des guignes, bu dans des verres sombres, les vins de la Limagne et du Roussillon, des ténédos, des vals de pénasse et des portos, savouré après le café et le brou de noix, des kawas, des portées et des stouts. Le dîner de faire part d'une virilité momentanément morte était-il écrit sur les lettres d'invitation, semblables à celles des enterrements. Mais ces extravagances, dont il se glorifiait jadis, s'étaient d'elles-mêmes consumées. Aujourd'hui, le mépris lui était venu de ses ostentations puériles et surannées, de ses vêtements anormaux, de ses embellis de logements bizarres. Il songeait simplement à se composer, pour son plaisir personnel et non plus pour l'étonnement des autres. Un intérieur confortable et paraît néanmoins d'une façon rare, à se façonner d'une installation curieuse et calme, appropriée aux besoins de sa future solitude. но он до сих пор стоит.
пустота, но он до сих пор стоит. Дом, там внутри никого, но он до сих пор стоит. Дом, там внутри тишина, но он до сих пор стоит. Дом, там внутри пустота, но он до сих пор стоит. Дом. Jean Lorrain, Monsieur de Phocas, 1901. 1er juin 1898. Est-ce pour s'être trop complu dans l'eau froide des joyaux que mes prunelles ont pris cette clairvoyance atroce? La vérité est que je souffre et meurs de ce que ne voient pas les autres et de ce que moi, je vois. Mon hallucination n'est qu'un sens de plus. C'est l'innommable de l'âme humaine, remontée à fleur de peau, qui prête à tous ces visages des apparences de masques. J'ai toujours souffert, comme d'une tare, de la laideur des gens rencontrés dans la rue, des petites gens surtout, ouvriers se rendant à leur travail, petits employés à leur bureau, ménagères et domestiques, laideur d'un comique attristant et morne, encore aggravé par les vulgarités de la vie moderne. La vie moderne et ses promiscuités dégradantes. Sous une pluie de novembre, l'intérieur d'un bureau d'omnibus. Laideur de la vie parisienne, la pauvreté de certaines nuques aux cheveux rares, la face chafouine de certaines bonnes en course, la chlorose éreintée et vicieuse de leurs lèvres trop pâles, et les yeux obliques, toujours chavirés sous les paupières bourgeonnantes de certains suiveurs de femmes. Les laideurs de la rue parisienne. Avec les premiers froids, il y en a qui deviennent terribles. Mais celles-là, du moins, je me les expliquais. Ces pauvres faces déprimées de vieux artisans et de petits bourgeois portaient le souci quotidien des basses besognes, le poids des préoccupations mesquines, l'inquiétude des échéances et la terreur des fins de mois. La lassitude de tous et sans le sou, aux prises avec la vie, une vie rance et sans imprévu. Toute la tristesse même d'exister sans une pensée un peu haute sous le crâne leur avait fait ces laideurs mornes et plates. Le moyen de trouver un regard dans tous ces yeux fixés d'hébétude ou durcis par la haine, dans tous ces yeux de pauvres airs vitreux ou criminels? Naturellement, la pensée, quand il y en a une en eux, ne peut être qu'ignoble ou sordide. On n'y voit luire que des éclairs de lucre et de vol. La luxure, quand elle y passe, est vénale et spoliatrice. Chacun, dans son fort intérieur, ne songe qu'au moyen de piller et de duper autrui. La vie moderne, luxueuse, impitoyable et sceptique, a fait à ces hommes comme à ces femmes des âmes de garmes chournes ou de bandits, têtes aplaties et venimeuses de vipères, museaux rotors et aiguisés de rongeurs, mâchoires de requins et groins de pourceaux. Ce sont l'envie, le désespoir et la haine, et c'est aussi l'égoïsme, et c'est aussi l'avarice,
qui font de l'humanité un bestiaire où chaque bas instinct s'imprime en trait d'animal. Mais ces masques ignobles, dire que je les ai longtemps crus l'apanage des classes pauvres. Oh, préjugés des races, des classes pauvres. Quel blasphème. Je n'avais pas regardé les miens. Nicolas Kerr et Ariel Dombal, duo digne des cocktails improbables de Jean Laurin, fantasque auteur de Monsieur de Phocas, dont nous avons pu entendre un extrait, il y a de cela quelques minutes. Roman lithographique orné de pupilles océanes, ce chef-d'œuvre presque oublié a en effet confirmé, près de 20 ans après la publication d'Arebourg en 1884, que les gemmes océanes pouvaient se marier au bitume, dans une alchimie verbale estampillée fin de siècle. Mais découvrons maintenant le tourbillonnant Joséphin Péladan, romancier excentrique et occultiste notoire, se décrivant lui-même drapé d'un burnou noir en poil de chameau filamenté de fil d'or, en velours vieux bleu et beauté de daim, ainsi que son œuvre la plus célèbre, Le Fils suprême, dont je vous laisse goûter le verbe dans cet épisode spécial de Naked City, consacré aux décadents. La paupière mi-close sur une vision entrevue, le regard perdu dans les horizons du rêve, la narine caressée par des senteurs subtiles, la bouche entr'ouverte comme pour un baiser. Elle songe. D'une robe couleur du temps ou d'un cœur qui la comprenne, d'infini ou de chiffon. Dans quelle contrée du pays bleu, à la porte de quel paradis perdu son désir bat-il de l'aile? Sur la croupe de quelle chimère prend-elle son envolée dans le rêve?
Elle ne songe à rien, ni à personne, ni à elle-même. Cette absence de toute pensée énamoure ses yeux et entr'ouvre ses lèvres minces d'un sourire heureux. Elle est toute à la volupté de cette heure d'instinctivité pure, où la pensée, ce balancier inquiet et toujours en mouvement de la vie, s'arrête, où la perception du temps qui s'écoule cesse, tandis que le corps seul vivant s'épanouit dans un indicible bien-être des membres. Ses nerfs au repos, elle ne perçoit que la sensation de sa chair fraîche, souple, dispose. Elle jouit de la félicité des bêtes, de ces vaches de potère accroupies dans l'herbe haute, repues, et qui reflètent une paix paradisiaque dans leurs gros yeux clignés. La princesse savoure délicieusement l'extase de la brute. Elle est heureuse comme un animal. Ses yeux en l'air regardent sans voir. Le blason des destes, brodé sur le vélarium, et l'aigle d'argent couronné, becqué et membré d'or la regardent aussi, et semble crisper et roidir son allure héraldique, au-dessus du lazaronisme de boudoir qu'elle plafonne. Les lys, les fleurs royales, les fleurs pures, élancent, sereins et augustes, leurs tiges droites des pieds de bronze et leurs calices d'argent. Pistillés d'or gouachent la teinture de pourpre de tons chastes et nobles. De ses mains glissées, un volume s'étale, les feuillets un éventail. Les accalmies absolues de l'intelligence et de la mer sont brèves dans les hautes têtes et sur les grandes plages. Le flux de la pensée reconquiert vite le corps un moment quitté. Lointaines, les images et les vagues montent, agitées et successives, et reprennent à leur repos d'un moment le sable déjà sec et brillant des grèves, et le cerveau déjà vide et sans souffrance. La buée qui s'élevait de la baignoire, gazant sa dignité, flotte encore dans sa tête, où se fait un lever paresseux et lent des idées. Dans ce réveil de l'immortel de l'être, où les brumes d'une aube s'évaporent, domine, seule, distincte, une phrase lue, qui revient, se répète obsédante, ainsi que ces hémistiches de vers oubliés qui poursuivent le lettré, et ces airs entendus dans le lointain d'une vesprée que l'oreille, comme une boîte à musique, a gravée. Semblable aussi aux réponses sonores de litanies balbutiées dans une somnolence de dévote, ou bien au refrain d'une ballade dont on ne sait pas les strophes. Albine s'abandonna, Serge la posséda, le parc applaudissait formidablement. À ce chapitre où toutes les sèves en délire éclatent en un cri de rut, la princesse n'avait pas vibré. Cette bestiale ardeur n'éveillait rien dans ses sens délicats et raffinés de décadente. Elle avait tourné d'une main froide ses pages enfiévrées, mais la curiosité, chez elle, analytique, avait été intéressée par ce tableau d'une sensation inconnue, d'un sentiment plus inconnu encore. La femme qui lit un roman essaye, par un instinct fatal, sent sur son âme les passions du livre, comme elle essaierait, infailliblement, sur ses épaules, la mante de forme rare qu'elle trouverait sur un meuble, aimant à se retrouver dans l'héroïne. Exceptionnelle, la princesse eût souffert de se voir écrite, et à lire Balzac, elle s'irritait pour les coins d'elle-même qu'elle y trouvait révélés. Satisfaite, dans le soin de sa gloire, d'être indemne des ivresses animales de la sexualité, confirmée dans la rareté de son caractère, elle reçoit une louange des disparates qu'elle se découvre, et sa supériorité s'augmente de tout ce qui la distingue des autres. Dans son passé, aucune frondaison de Paradou. Dans son souvenir, aucune figure de Serge, aucune. Tout à l'heure, l'eau tombait en perles de sa dignité, et elle se complaisait aux lys de sa peau que nul baiser ne rosit jamais. Maintenant, une volupté qui a manqué au pharaon et au César lui vient de la continence de ses reins, de l'impavidité de son cœur. L'impériale satisfaction d'avoir fait toute sa volonté sur soi-même. Sadly, one Sunday, I waited and waited with flowers in my arms for the dream I'd created. I waited till dreams like my heart were all broken. The flowers were all dead, and the words were unspoken.
the grief that I knew was beyond all consoling. The beat of my heart was a bell that was tolling. Saddest of Sundays. Then came a Sunday when you came to find me. They bore me to church and I left you behind me. My eyes could not see when I wanted to love me. The earth and the flowers are forever above me. The bell tolled for me, and the wind whispered, never. But you I have loved, and I bless you forever. Last of all Sunday. Naked City, l'émission qui conjugue littérature et rock'n'roll. Un mercredi sur deux, 23h minuit, radio éphémère 89.1. Opium de l'Occident, la morphine est à peu près au sucre de pavot, ingéré en pastilles ou fumé dans des pipes, ce que les brûlants alcools de grains ou de fruits, gin, hasselt, kirsch, genièvre ou schiedam, sont à la bière, au vin non frelaté. L'ivresse immédiate, foudroyante, ne permet pas à l'adepte un moment de répit. De prime abord, la possession est complète, comme chez ces démonopathes dont les juges ecclésiastiques ou civils, Boguer, Mingius, Lancre, Del Rio, ont à leur insu étudié la névrose. Une force inconnue et despotique s'empare de la victime, agit à sa place, dédouble en quelque manière sa personnalité. Au moi résonnant et social, un autre moi se substitue, en qui toute idée, en qui tout sentiment est aboli par l'appétit égoïste de la piqûre béatifiante. Comment les peuples indo-européens, à qui leur activité permet de conquérir le monde et d'exproprier les races incompétentes, se laissent-ils envoûter par ce morne sortilège, destructeur de la force et de la volonté, au moment précis où l'universelle concurrence impose à l'homme de vouloir et d'entreprendre sans une minute d'hésitation ni de repos? Les actions les plus actives semblent renchérir sur ce goût. À Londres, le samedi au soir, les apothicaires débitent de l'extrait thébaïque et des pilules d'opium brut, tout comme les bars versent du gin ou du whisky. On entre dans la morphine par deux chemins inégalement semés de fleurs. Les uns, dont le but légitime d'accointer leur souffrance, ont recours aux vertus du terrible stupéfiant. D'autres y cherchent impudemment une sensation de plaisir, un bien-être que le docteur Ball a qualifié, le premier, d'euphorie. Mais, quelle que soit la porte ouverte sur cet enfer, par la thérapeutique ou l'appétit des sensations nouvelles, pareil est la damnation. La noire idole, comme Quincey appelait sa carafe de laudanum, ne lâche pas sans d'incroyables efforts les dévots qu'elle a conquis. For me like cigarettes, but I haven't sucked enough of you yet. Enough
nothing is sacred and nothing is true. I'm no one that's nowhere when I'm here with you. I've lost the power, I had to distinguish between what to ignite and what to extinguish. I blew in last night, I'm the host from the coast. When the lighting is bad, I'm a man with the most, and you left me to choke on a heart up in smoke, smiling through your tears and your tetracycline overdose. You're good for me like Coca-Cola. I don't get any younger, you don't get any older. Everything's sacred and everything's true, and all this is possible when I'm here with you. I've got a lot to say, but I keep my own counsel. I'd like to spit it out, but I won't speak with my mouth full. I blew in last night, I'm the host from the coast. When the lighting is bad, I'm the man with the most, and you left me to choke on a heart up in smoke, smiling through your tears and your tetracycline overdose. Roland Seward,
précédé de l'idole noire de Laurent Taillade, polémiste, poète, conférencier et pamphlétaire libertaire, dont le nom deviendra populaire à partir de décembre 1893, lorsqu'il clamera son admiration pour l'attentat anarchiste d'Auguste Vaillant. Par une étrange ironie du sort, Taillade sera lui-même victime d'un attentat, quelques mois plus tard, alors qu'il dînait au restaurant. Il y perdra un œil et deviendra dépendant à la morphine qui calme ses douleurs. Il n'en reniera pas pour autant ses convictions et continuera de porter haut le noir profond de l'anarchisme. Mais place maintenant aux dames, ou plutôt à la dame du décadentisme français. Je veux parler de Rachilde, qui s'intéressera très tôt aux questions d'identité sexuelle et d'aversion. En 1885, elle demande et obtient une permission de travestissement de la préfecture de police. Son roman le plus célèbre, Monsieur Vénus, écrit l'année précédente, lui vaut une célébrité immédiate et largement sulfureuse. En effet, Rachilde y raconte l'étrange liaison d'une femme aristocrate, excentrique et dominatrice, et d'un ouvrier fleuriste féminisé par sa belle avant qu'elle ne consente à l'amour. Le livre sera censuré, et ce n'est que 5 ans plus tard qu'il sera publié en France. Monsieur Vénus, c'est dans Naked City, sur Radio Éphémère, évidemment. Clouée au sol derrière le rideau, Mademoiselle de Vénérande le voyait, sans avoir besoin de se déranger. Clouée au sol, les lueurs derrière le douces rideau, de la bougie Mademoiselle de Vénérande le tombaient voyait, mollement sans avoir sur ses besoin de se déranger. charbons, toutes duvetées comme la peau Les d'une lueurs perche. douces de la bougie tombaient mollement sur ses charbons. Il était tourné vers le toutes fond du duvetées, cabinet comme la peau d'une et pêche. jouait le rôle principal Il était tourné vers le fond d'une du des scènes de cabinet et Voltaire, jouait le principal que rôle d'une des raconte en scènes de détail une Voltaire, courtisane nommée qui raconte en Bouche détail une Vermeille. courtisane nommée Bouche Vermeille. Digne de la Vénus Calipige, Digne de la Vénus cette Calipige, chute de rein, cette chute la de ligne rein, de la ligne l'épine de l'épine dorsale dorsale fuyait dans dans un méplat voluptueux et il se et redressait, se redressait ferme, grâce, en deux contours adorables, avait l'aspect d'une sphère de Paros, avait l'aspect aux d'une sphère de transparences Paros aux transparences d'ambre. Les cuisses, Les un peu moins cuisses, fortes que des cuisses de un femmes, peu moins fortes que possédaient les cuisses pourtant de une femmes, rondeur solide qui effaçait leur possédaient sexe. pourtant une rondeur solide Les qui mollets, effaçait leur sexe. placés haut, Les semblaient mollets, retrousser tout le buste, placés haut, et cette semblaient impertinence retrousser d'un corps tout le paraissant buste. s'ignorer Et n'en cette était que plus impertinence d'un corps paraissant s'ignorer Le talon, n'en était que cambré, plus piquante. ne portait que sur un Le point talon imperceptible. cambré ne quand il portait était que roux. sur un point imperceptible Les deux tant il coudes des était bras roux. allongés avaient deux trous Les roses. deux coudes des bras allongés Entre la avaient coupure deux de trous l'aisselle roses. et beaucoup plus bas que cette Entre la coupure, coupure de l'aisselle dépassaient quelques et frisons d'or beaucoup plus s'ébouriffant. bas que cette coupure, Jacques Silver dépassaient disait quelques il frisons en avait d'or partout. s'ébouriffant. Il se serait trompé, Jacques par Silver exemple, disait vrai, en jurant que cela il seul en avait témoignait partout. de sa virilité. Il se serait trompé, par exemple, en jurant que Mademoiselle cela de seul Vénérande témoignait de sa recula. virilité. Ses mains nerveuses se crispèrent dans les bras. Mademoiselle de Elle Vénérande grondait recula. comme grondent les panthères Jusqu'au que vient lit. de fustiger la Ses souple mains cravache du nerveuses docteur. se crispèrent dans les draps. Elle grondait comme grondent les panthères que vient de fustiger la souple cravache du dompteur. Lost at sea, following your dreams. Dedication to the cause comes with the territory. Sophistry, fiendish alchemy. All that's left to aim for terminal lucidity. Do your purgatorial duty before you can go. Transition to a better place. You can't wait for a better place. You're looking so good, looking so clean. Look to the future. Don't know where it's been. I'm just wondering where it's been. I still don't know. I still don't know. I still don't know. You try to spread your wings, became a frequent flyer, burned up on re-entry, just another dead survivor. You may say, what's the point of
after a game of do or die. Nothing ventured, nothing lost. Shot you with formaldehyde. They prepared your body for the wake, well dressed and clean, but that ain't the way you lived your life as a road machine. Looking so cool, laid out on a slab. They think it's so cool, but they don't know where it's at. Now you left the old world, bye-bye all those dreams. Welcome to the afterlife. What did it all mean? But I still don't know. But I still don't know. But I still don't know where the spirit goes when the body's cold, and I still don't know. Still don't know where the body goes. Still don't know where the spirit goes. But I still don't know. Still don't know where the body goes. When the body's cold, where the spirit goes. Still don't know. Naked City, spécial décadent. Mercredi 20 novembre, radio éphémère 89.1. Ma trompette à moi est jumelle, et pourvue de 2 embouchures, l'une pour le haro, l'autre pour l'hosanna. Avec la violence incantatoire et dévastatrice de son écriture, Léon Bloy, dont l'œuvre vouée à l'adoration et à l'exécration, celle d'un pèlerin de l'absolu et d'un mendiant ingrat, est restée gravée dans les mémoires comme un cri poussé depuis les tréfonds d'un siècle aboré. Avec Le Désespéré, publié en 1887, et dont nous allons entendre un extrait, celui qui, avec Huysmans et Villiers de l'Isle-Adam, fondera ce qu'il baptisera lui-même le Concile des gueux, allait se rendre tout autant insupportable qu'indispensable aux lecteurs que nous sommes. Les péchés capitaux. L'orgueil et sa bâtarde, la colère, se laissent brouter par leurs flatteurs. La pacifique envie lâche l'intérieur des pieds puants de l'avarice, qui trouve cela très bon, et qui lui donne des bénédictions hypothéquées, avec la manière de s'en servir. L'ivrognerie est d'un sphinx toujours pénétré, qui s'en console, en allant se saouler avec ses Oedipe. La luxure au ventre de miel et aux entrailles des reins danse, la tête en bas, devant les Hérodes, pour qu'on lui serve les décapités dont elle a besoin. Et la paresse, enfin, qui lui sort du vagin comme une filandre, s'enroule avec une indifférence visqueuse à tous les pilastres de la vieille cité humaine. Mais l'amour écume au seul mot de partage, et la jalousie est sa maison. C'est un colimaçon sans patrie, qui se repaît sans convive dans sa spirale ténébreuse. Il y a des yeux à l'extrémité de ses cornes, et si légèrement qu'on les effleure, il rentre en lui-même pour se dévorer. En même temps, il est ubiquitaire quant au temps et quant à l'espace, comme le vrai Dieu, dont il est la plus effrayante des figurations.
Brumel portait des gants qui moulaient ses mains comme une mousseline mouillée. Mais le dandysme n'était pas la perfection de ces gants qui prenaient le contour des ongles, comme la chair le prend. C'était qu'ils eussent été faits par 4 artistes spéciaux, 3 pour la main et 1 pour le pouce. Et comment ne pas finir cette émission avec ces mots de Barbé d'Aurevilly, surnommé le connétable des lettres et expert ès-dandysme, auquel il consacra, en 1845, un livre indispensable aux amateurs d'élégance délétère, du dandysme et de Georges Brumel. En effet, ce dernier sera plus encore que Baudelaire, un maître pour la jeune génération blasée que nous avons pu découvrir ce soir. Mais avant de clore ce nouveau chapitre de Naked City, je tiens à remercier Benjamin, Cathy, Laurence, Ben, Maya et Céline pour leur participation. Pour ma part, je m'en retourne dans les délices de la nuit toulousaine et vous retrouve dans 2 semaines pour une plongée dans ce que la littérature a de plus électrique. Bonne soirée sur Éphémère. We'll see people, brand new people. There's something to see. Night clubbing.